Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Le Grand Écran, une émission consacrée exclusivement au cinéma, à son histoire, mais aussi à ses stars. Ce soir, nous allons aborder un sujet peu utilisé ou abordé dans le cinéma algérien, qui est le cinéma expérimental. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir un réalisateur, producteur, mais aussi artiste, chanteur, musicien. Il a abordé tous les thèmes et tous les aspects du 7e art et de la musique. J'appelle Khaled El Kébiche. Marhaba bik. Merci, merci pour l'invitation. Voilà. Khaled, comme tu sais, le cinéma algérien est souvent consacré sur 3 thèmes essentiels, qui est le cinéma révolutionnaire, Oui. le cinéma social et le cinéma comique. Pourquoi, à votre avis, le cinéma expérimental est peu abordé alors que souvent dans ce qu'on appelle les films d'études ou les films de soutenance pour les études de cinéma, on fait des films expérimentaux et surtout dans le court-métrage. Oui. Ben, je pense que, bien sûr que la valeur ou bien le film expérimental, il a un côté important par rapport à l'auteur lui-même, au scénariste, et puis aussi au réalisateur. Ça veut dire que l'expérimental, il donne un effet spécial par rapport à l'histoire, par rapport à la narration. Et c'est une niche, bien sûr. Et ça veut dire le public de l'expérimental, c'est une niche. C'est pas ouvert à un public comme celui du commercial ou d'autres genres, etc. Donc il y a toujours cette peur du réalisateur de faire des films expérimentaux. Alors, par contre, la narration d'un film expérimental, elle est très personnelle. Il y a une relation très personnelle avec le créateur, avec le réalisateur ou bien avec le scénariste du film. On appelle souvent justement les films expérimentaux comme un cinéma abstrait du 7e art. Oui. Comme dans la peinture, il y a le figuratif, il y a bien sûr plusieurs aspects de la peinture, et il y a aussi l'abstrait. Oui. Dans le cinéma expérimental, justement, on a tendance à parler de choses que le public ne comprend pas. Ben, c'est pas que le public... Bon, le public, c'est le 5e lecteur, ou bien, si vous voulez, c'est le 5e écriture d'un scénario. C'est, comment dire, bon, je voulais dire le scénariste, c'est le premier, voilà, c'est l'écriture du film, le premier, puis on a le deuxième. Vous avez dit 5e, pourquoi 5e? Ben, je vais vous expliquer. Voilà. Bon, il y a le scénariste qui écrit, ça c'est la première écriture d'un film, et puis on a le deuxième, c'est la réalisation avec l'équipe, le réalisateur, tout ce qui est créatif, technique, etc. Et puis on a le troisième, c'est bien sûr le montage, parce que ça, c'est une autre réécriture. Et puis, il y a la narration sonore, c'est la 4e écriture. Et puis, la musique, quand on dit la narration sonore, c'est la musique, les sons, les effets, etc., pour créer. Et puis, on a le 5e lecture, qui est une écriture aussi au même. C'est-à-dire une lecture, c'est le public. Et chacun, c'est toujours subjectif, chacun quand il voit le film, il le lit en même temps. Voilà, c'est la 5e écriture. C'est pour cela, c'est individuel. L'expérimental, c'est personnel, c'est individuel. Chacun l'interprète à sa manière. Mais est-ce que c'est vrai, par exemple, le film expérimental, il est basé beaucoup plus sur la musique que sur le dialogue? Pas vraiment, parce que si on voit, par exemple, le film de Chien Andalou, je pense que vous connaissez. Andalou, c'est vraiment ancien. C'est ancien, voilà, c'est expérimental, mais aussi, il y a d'autres de Salvador Dali, il y a d'autres de Memphis Fellini. Et je pense que c'est l'extrême du documentaire pur. Ça veut dire, on voit des deux côtés. Des deux côtés. Voilà, c'est un mélange de documentaire et de fiction. Voilà, exactement. Il y a cette... et bien sûr, il y a le pur documentaire, il y a le pur... Même dans l'expérimental, il y a plusieurs genres.
Il y a plusieurs genres, un qui est basé seulement sur les images, un qui est basé sur la musique, un qui est basé sur... Et c'est expérimental, c'est toujours... ça peut être, c'est très philosophique, ça peut être côté un peu imagerie, côté de stimuler peut-être une partie une partie importante dans le public, etc. Voilà, c'est ça un peu Justement, comme vous abordez le sujet de l'imagerie, j'aimerais partager avec le public la bande-annonce de votre film Rug, oui. qui a été sélectionné récemment aux États-Unis. Oui. Et donc, c'est un film mélange de féerie, d'effets spéciaux, et qui parle surtout du patrimoine national, du Sahara, du désert et de nos traditions. Je vous laisse avec la bande-annonce du film Rug. Voilà, c'était la bande-annonce de Rug. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi le choix de ce film et pourquoi associer des effets spéciaux à la Star Wars dans un film sur les Bédouins, sur le Sahara? Ben, écoutez... Surtout l'épée laser. Hein? Voilà. Ben, en tout cas, moi j'étais en train de tourner un documentaire sur l'Ouada. Alors j'étais un peu partout en Algérie, j'ai fait Asla, j'ai fait Saïda, Bel-Abbas, et puis une des plus importantes Ouada في الجزائر هي تاع تيميمون تاع السبوع. Tout à fait, معروفة. معروفة exactement, qui est d'ailleurs ça se passe maintenant dans cette période de décembre. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est la spiritualité de la place. Il y a un ciel ouvert à des étoiles extraordinaires. Et puis, à un certain moment, j'avais du temps, après que j'ai tourné un peu le documentaire sur l'Ouadet, etc., j'avais un peu de temps avec l'équipe et tout. Et un rêve comme ça, il m'apparaît, parce que j'étais dans le Qsor de Timimoun. Et c'était impressionnant le silence.
Ça, c'est extraordinaire. Et puis les couleurs aussi, etc. Alors, j'ai entendu parler d'une légende, d'une femme, etc. Et puis j'ai eu un rêve. Voilà. J'ai dit, écoutez, certainement, à l'équipe, j'ai dit, je ne sais pas s'il y en a des gens qui ont essayé de filmer un rêve après tout ce qu'on a fait de documentaire. J'ai eu un rêve et le matin, j'ai pris le stylo et puis j'ai écrit un scénario basé sur le rêve. Et puis j'ai utilisé bien sûr les musiques parce que ça, my background, c'est la musique. Donc j'ai utilisé la musique comme le fil conducteur du film. Et ce film, ça se passe à Timimoun et puis à Eflou, Larouat et puis Tiaret et puis voilà. Et ça parle du tatouage on the face, sur le visage, sur les visages de nos grands-mères, et je me demandais toujours pourquoi il y a cette association entre les motifs qui se trouvent dans le tapis algérien et les tatouages, et puis sur la céramique, et bien toujours cette relation un peu qui est un champ ouvert, ça veut dire qu'il parle de nos traditions qui venaient depuis 40 000 ans. C'est pas quelque chose de nouveau. Et personne ne vraiment a expliqué, sauf il y en a quelques livres comme celui qui m'a un peu aidé, bien sûr, Mouloud Ma'amri, sur Ahl al-Lil et tout, sur Timimoun. Et il y en a d'autres, mais il n'y a pas une étude approfondie sur les motifs et sur les symboles et sur le signe. J'avais d'ailleurs, en premier temps, j'avais comme titre We the Sign. Et après, je l'ai changé à cause j'étais à Istanbul une fois, et puis il y avait un musée de tapis. Et c'était extraordinaire, les tapis qui parlaient, c'était des frames, c'était un film, chaque tapis avait une histoire. Avait une histoire. Oui, et puis ça m'a un peu choqué comment ça se fait que je sais qu'en Algérie, on a une diversité extraordinaire sur le monde du tapis, mais personne n'a fait un film, peut-être il y a eu des documentaires certainement. Et puis je voulais aussi utiliser, pourquoi alors parce qu'il y a la difficulté dans la production, entre parenthèses, parce que c'était auto-financed, c'était pas... donc pour une légende qui est un peu fantastique, etc. Et puis pour avoir aussi les jeunes à s'intéresser à nos traditions, à s'intéresser à tout ce qui est anthropologie, tout ce qui est tout ce qui est héritage culturel de notre beau pays, l'Algérie. Voilà. Effectivement, il faut rappeler justement au public que vous avez fait des études de cinéma en Italie, que vous avez travaillé en Suède, en Turquie, en Algérie. Ce qui m'a frappé dans vos films, c'est ce rapport entre le fantastique et le réel, et surtout les traditions. Ce rapport entre l'image et le rêve. Ce rapport entre le passé et le futur. Quand j'ai vu Rug, je me suis dit, purée, c'est du Star Wars à l'algérienne, quoi. C'est-à-dire que tu as utilisé le décor avec les effets spéciaux de nos jours. Je me suis dit, pourquoi, par exemple, nous, on n'a pas fait Star Wars? Alors que, par exemple, George Lucas, il a réalisé le film sur des décors d'une ville en Tunisie, Tataouine. Oui, exactement. Donc, en fait, le problème, il est un peu chez nous. C'est qu'on n'exploite pas nos décors, on n'exploite pas nos traditions, nos richesses séculaires, et surtout, on n'exploite pas nos histoires. Ah oui. Écoutez, il y a la Chine, par exemple, ou bien Extreme East, qui ont utilisé les arts martiaux pour créer toute une industrie. Ils ont un cinéma spécial qui s'appelle Wang Sampiang, qui utilise les Romains et les Grecs, ils ont utilisé les mythologies, les Nordiques, il y a Merlin, le folklore anglais-irlandais.
Les pays scandinaves font des films sur les Vikings. Bien sûr. Et puis les États-Unis, que seulement 400 ans, ils ont utilisé Marvel. Ils ont commencé par le western, qui était un petit peu leur histoire. Ce qui est extraordinaire, c'est que les westerns, c'est fait par des Italiens. Ça veut dire spaghetti western. Après, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après que le western américain eut envahi l'Europe. Voilà, oui, certainement, certainement. Oui, bien sûr. Pour l'anecdote, Sergio Leone, qui était le premier à installer le western en Italie, il tournait en Espagne, c'est qu'il a fait appel à des comédiens américains, entre autres Henry Fonda et les Marvin. Ils ont refusé de jouer avec lui. Parce qu'ils se sont dit, c'est qui ce bonhomme? Quand il a fait Le Bon, la Brute et le Truand. Parce que par la suite, il a pris un comédien inconnu à Hollywood qui était Clint Eastwood, qui est devenu plus tard une star. Et un bon réalisateur. Un bon réalisateur. Bon, il a commencé avec une poignée de dollars, avec des acteurs italiens, allemands, français, tout ça. Il recrutait les acteurs américains parce que mes stars le western. C'est incroyable. D'ailleurs, Ennio Morricone dans la musique, etc. Tout à fait. C'est pas à partir de là qu'il a. Oui. Bon, bien sûr. Et voilà, donc, pour nous, c'est une richesse. L'histoire qu'on a, on peut exploiter. Les contes qu'on a de chaque région. Il y en a des contes, etc. Mais je ne sais pas pourquoi on n'exploite pas la diversité dans le genre des productions, de la réalisation des films. Comique, je comprends, bien sûr. C'est comique, c'est extraordinaire, comme le drama aussi. Le film de guerre, ça se comprend. Le film de guerre se comprend. En tout cas, c'est la fondation du cinéma algérien, avec tout ce qui est cinéma révolutionnaire, etc. C'était une fondation, c'était un modèle pour beaucoup d'autres pays, etc., dans le monde. Mais après, il y a eu une coupure. Bon, bien sûr, c'est dommage. Et puis, il faut que les scénaristes et les producteurs et les réalisateurs, les visionnaires du cinéma, en fin de compte, ils doivent exploiter ce genre de diversité de genre dans le cinéma. Excuse-moi de le dire, mais j'ai remarqué que la majorité des réalisateurs, même les réalisateurs qui sont un petit peu à l'intérieur du pays, font des films sur la ville, sur le citadin. Mais ils ne font pas de films sur le désert algérien. Non. On a 3 ou 4 films sur le désert algérien. Pourquoi, à ton avis? Je ne sais pas, je pense que c'est le manque... Alors qu'il y a des histoires et des mythes extraordinaires. Je pense que c'est le manque de quota de production. Ça fait 4 films, 5 films par an. Et c'est sûr, c'est aussi, je pense que les réalisateurs, ils ont commencé dernièrement à faire un peu sur le désert, sur le Sahara, mais utiliser aussi les acteurs ou le casting du Sahara, etc. C'est pas... je l'espère. Tu as sûrement vu le film de Hassan Farhani. Oui, que j'ai aimé. Qui parle d'une femme qui cuisine pour les transporteurs le Sahara. Donc, c'est un film qui raconte une histoire simple. Très simple. Très simple. J'ai beaucoup aimé. Et qui a ému tout un public, puisque le film a remporté le prix du public et même dernièrement prix. Voilà, donc le festival du film engagé. Ça prouve qu'on ne connaît pas notre Sud, un grand Sud. Non seulement le Sud, mais aussi l'Est, l'Ouest, même le Centre. On n'a pas de film j'ai jamais... J'attendais à quelqu'un de faire un film sur, par exemple, on n'a pas de film de guerre sur la mer, par exemple. Je me demande pourquoi, parce qu'on a des histoires depuis Barbaros à l'époque, Barbaros, etc. Il y en a de plein. On a ça, c'est une question de moyens. Ah oui, aussi. Il faut aussi. On a fait une série, mais bon, ça n'a pas été réussi. Bon, ça c'est autre chose. Chacun, c'est... Bon. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je pense que c'est le manque de la production et de la vision. Et en plus, la billetterie, les salles, etc. Ça, c'est un autre problème. Parce que la billetterie, ce n'est pas avec des billets de
de billets d'entrée qu'on va produire des films. Non, une industrie. Depuis presque 20 ans, le film algérien il est subventionné. Oui, ce qui est difficile. On ne vit pas de nos rentrées cinématographiques. Parce que si c'était le cas, on déroule les films. Mais ce qui est dommage, je comprends la subvention, ils ont des directives, 3 films par an, 2 films, je ne sais pas, ils ont ça. Oui. Mais la billetterie dans tout ce qui est, entre parenthèses, commercial, il faut une billetterie et puis une distribution internationale que ça fait rentrer. Et puis, il y a une continuité de films. Je ne parle pas seulement du film commercial. C'est survival du cinéma algérien. On ne peut pas toujours compter sur la subvention de l'État, c'est tout. C'est ça que je... on dit toujours, enfin ces derniers temps, on dit toujours que les vieux films sont les meilleurs films algériens. Oui. Pourquoi ils avaient peu de moyens? L'âge d'or du cinéma. Pourquoi ils n'avaient pas les moyens pourtant? Parce que je pense que c'était aussi quelque chose de profond, c'était pas superficiel. Et puis il y avait de bons scénaristes. Ça existe de bons scénaristes maintenant. Mais ils ont bloqué par un modèle de manque de production, manque de moyens. Alors une belle histoire, mais il le sait, je pense que le producteur va trouver cette scène coûteuse. Comme j'ai dit une fois, qu'on a un espace de Leiberg de 2 300 000 m², mais on fait des films sur une petite superficie. Une chambre, je ne sais pas. Le meilleur exemple, justement, Khaled, sur un film expérimental, un film à bas coût, un film qui obéit à l'artiste. C'est Tahia Didou de Mohamed Zinat. Ah oui. Il a fait qu'un seul film, Mohamed Zinat. Il a passé sa carrière à être comédien. Et il a fait qu'un seul film et c'est devenu son testament, c'est devenu un petit peu sa marque de fabrique. Ya Bahjati. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer un extrait, une séquence culte dans le film. On l'appelle, les critiques de cinéma, surtout les Français, l'appellent la séquence zigzag. Quand vous allez voir, vous allez comprendre. C'était une scène culte dans le film Tahia Didou. Les critiques l'appellent la séquence zigzag, je pense que vous avez compris. Oui. Bon, je me demande comment il a fait, je ne sais pas combien de plans pour faire ça. Il fallait... Et c'est des escaliers qui sont situés comme oui, alors tu as l'émir Abdelkader, tu as Cadix, ça devait prendre, je sais pas, une semaine peut-être pour... puis y avoir tous ces enfants qui couraient à pleurer. C'est toute une symbolique et le petit garçon, il s'appelle Ardouan Zinat, c'est le fils de Mohamed Zinat. Ah bon, je ne savais pas ça. Et il a utilisé justement une musique de Michel Portal, qui est un jazzman, un musicien ultra instrumentiste. Donc, Zinat a utilisé 2 musiques dans le film Tao, Haj Mohamed Anqa et Michel Portal. Un petit peu pour donner, valser entre l'expérimental et la fiction, parce que c'est ça sa force. C'était une commande à la wilaya d'Alger à l'époque pour un film sur la ville d'Alger, et ça atterrit sur un film qui parle d'Alger, ses vestiges, son histoire, ses pieds noirs, etc. Et aussi sur son histoire coloniale à travers la dernière séquence. Parce que tout le film, un petit peu de public chouïa, mais il aime les séquences à stade, etc. Ça lui fait rappeler. Ça rappelle un petit peu la belle époque d'Alger, des années 70, juste sortie de l'indépendance, la révolution, etc. Et Mohamed Zinat était quelqu'un qui vient du théâtre, du TNA. Il a commencé le cinéma avec Casbah Film, avec Youssef Saadi. Il a travaillé comme premier assistant et surtout collaborateur de Youssef Saadi pour le film La bataille d'Alger de Pontecorvo. Et par la suite, il a travaillé essentiellement, après ce film, il a été en France, il s'est installé en France, où il a joué dans plusieurs films très forts, comme Dupont-la-Joie de Yves Boisset, où il joue le rôle d'un Algérien dont le frère a été tué par des racistes.
et qui se venge à la fin. Et surtout le film Le Bougnoul, l'histoire d'un Algérien qui refuse de descendre parce qu'on lui a dit de descendre du bus. Il a dit non, c'est pas mon arrêt, je descends à mon arrêt. C'est des histoires et Mohamed Zinat était quelqu'un très engagé, hein, très engagé dans la cause nationale et aussi dans son cinéma. Et à travers ce film, justement, il reste l'un des films les plus recherchés dans les festivals à travers le monde, surtout pour sa conception cinématographique. Non, j'ai beaucoup aimé le film, il est déjà même l'acteur. Le découpage, il est magnifique. Oui, parce que le montage, bien sûr, dans l'expérimental, ça s'écrit beaucoup dans l'étape du montage. Même quand on écrit dans le scénario et tout ça, et après quand on filme, pour avoir ce genre, c'est le montage, c'est un montage intellectuel, ce qu'on appelle, et c'est pas une linéaire. C'est pour cela il y a c'est un peu. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la musique aussi de l'Hajj Mohamed Al-Anqa, Allah yarhamou. Et aussi le fait qu'il a utilisé des plans larges et qui voulait faire découvrir Alger. Bien sûr, c'était une du principe, ça veut dire de white shots, etc. Et puis il y a des scènes qui sont, c'est pour cela ça se voit le théâtre expérimental dans le film. Alors ça se comprend, voilà. Et dommage qu'il a fait un seul film. C'est un film testament, c'est un film prémonitoire sur un artiste qui est décédé en 95 et qui est resté avec cette œuvre, je pense que l'un des meilleurs films algériens. N'oublions pas l'apport important de Momo Mahmoud Brahimi, qui était co-scénariste avec Mohamed Zinat. C'était des gens complices. Ils ont bien travaillé sur la narration, sur le poème, l'utilisation du poème dans le film, et ça a été la force du film. Un dernier mot, Khaled, pour justement conclure cette expérience. Justement, on n'a pas assez parlé de ton expérience audiovisuelle, mais je sais que tu as encore du boulot en Algérie. Tu travailles dans les derniers films, dans l'audiovisuel, dans la conception, le montage, dans pas mal de productions. Je suis en train de préparer, Inch'Allah, des films. Bien sûr, moi j'aime beaucoup faire les films d'aventure, mais qui parlent aussi de nos traditions. Et voilà, je sais pas. Pour moi, c'est cette phase-là qui m'intéresse à réaliser des films de ce genre. Et j'espère dans quelques années, on va projeter. Et puis il y a l'Alpha aussi que vous avez vu, qui est aussi qui parle des traditions de l'Ouest, du cheval. Et pourquoi je l'ai appelé l'Alpha? Parce qu'en fin de compte, c'est le cycle qui complète le cycle parce que quand on dit tradition, on dit héritage, on dit sajara. Donc automatiquement, il y a les racines. On dit les racines algériennes, oui. Voilà, donc les racines, automatiquement, il y a le tronc, les branches, l'arbre, le fruit. Le fruit, il y a l'alpha, et puis l'alpha, quand elle tombe, elle crée des racines, et puis etc. C'est pour... Et la vie continue. Et la vie continue. Voilà, le deuxième numéro de Grand Écran est absolument terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau invité, un nouveau thème et surtout un nouveau film algérien. Je vous laisse ce soir avec le film de Tahia Edidou de Mohamed Zinat. Bonne vision et à bientôt.